L'œuvre monumentale d'Émile Zola, édifiée avec une patience d'artisan entre les années 1871 et 1893, constitue un pilier inébranlable de la littérature française sous le titre général de l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Ce cycle, composé de 20 volumes d'une densité rare, repose sur une ambition intellectuelle titanesque qui vise à disséquer, avec la précision d'un scalpel, les mécanismes complexes de l'hérédité ainsi que les pressions invisibles mais omniprésentes du milieu social. Zola ne se contente nullement de narrer des péripéties romanesques. Il entend agir en véritable savant, en biologiste des lettres, s'appuyant sur les découvertes physiologiques de son siècle pour observer comment des tares originelles se transmettent, se transforment ou s'exacerbent de génération en génération. Le point de départ de cette immense fresque, sa source vive et son drame latent, se situe à Plassans, une cité provençale assoupie où réside Adélaïde Fouque, que l'on surnomme avec une pointe de pitié Tandide. Elle représente la cellule souche de toute la descendance, l'ancêtre commune dont le système nerveux, fragile et détraqué, porte en lui cette fameuse fêlure originelle qui agira comme un poison lent sur 5 générations. Femme au nerf à vif, sujette à des crises de catalepsie effrayantes, elle transmet une instabilité biologique qui devient le moteur tragique des 20 romans. Le destin de cette lignée se scelle irrémédiablement à travers ces deux unions contrastées. Son mariage légitime avec un paysan lourd et robuste nommé Rougon donne naissance à une branche caractérisée par une force de travail mise au service d'une ambition féroce, tandis que sa liaison illégitime avec un vagabond alcoolique et violent, du nom de Macquart, engendre une lignée marquée par la déchéance physique, le vice et la précarité. L'opposition entre ces deux branches constitue le ressort binaire, presque symétrique, de la saga zolienne. Les Rougon apparaissent comme les prédateurs insatiables de la société impériale. Chez eux, la fêlure nerveuse de l'aïeul se métamorphose, par une étrange alchimie, en un génie politique calculateur ou en une audace financière sans scrupules. Ils parviennent à s'emparer des leviers du pouvoir et de la finance, profitant du chaos politique né du coup d'État pour asseoir leur autorité sur les décombres des anciennes valeurs. À l'inverse, les Macquart représentent le peuple, la masse ouvrière et les marginaux. Ils sont les proies éternelles du cycle, dont la fêlure se manifeste par des penchants funestes pour l'alcoolisme ou la violence incontrôlée. Malgré des efforts parfois héroïques, des tentatives de vertu désespérées, ils sont systématiquement rattrapés par leur héritage physiologique ou écrasés par la cruauté des milieux qu'ils traversent. Un duel symbolique permet d'illustrer avec éclat comment un même sang produit des trajectoires diamétralement opposées selon le rang occupé. Eugène Rougon, le fils aîné de la branche légitime, s'élève jusqu'au poste de ministre tout-puissant. Il incarne l'autorité brute, la domination cérébrale et le mépris des faibles. Face à lui, dans les ténèbres des mines du Nord, se dresse son neveu Étienne Lantier, issu de la branche Macquart. Arrivant à la mine de Montsou, ce dernier canalise son héritage nerveux dans une ivresse idéologique, une soif de justice sociale qui le pousse à mener la révolte ouvrière. Ce contraste saisissant démontre la thèse fondamentale de l'auteur. Le milieu social, tel un moule implacable, décide si une énergie nerveuse fera d'un homme un dirigeant cynique ou un insurgé sublime. L'analyse de cette fêlure montre qu'elle est une force plastique, capable d'aboutir au génie créateur comme à la folie destructrice. Chez Octave Mouret, elle se transforme en une intuition exceptionnelle, une compréhension presque charnelle des désirs féminins qui lui permet de bâtir le temple de la consommation moderne. Pour Claude Lantier, elle devient une quête de perfection artistique absolue, un tourment de la création qui le conduit au suicide devant son œuvre inachevée. Sur un versant plus sombre, Jacques Lantier subit une pulsion meurtrière, atavique qu'il perçoit comme un mal ancestral logé au plus profond de sa chair. Quant à Nana, elle devient une puissance de la nature, une mouche dorée née du fumier qui dévaste la haute société par la seule force de sa séduction, tandis que sa mère, Gervaise Macquart, sombre lentement dans une apathie alcoolisée, victime d'un environnement qui a fini par briser ses dernières velléités de respectabilité. Zola adopte une méthode de travail scrupuleuse, presque monacale, pour chaque volume de sa fresque. Il mène des enquêtes de terrain rigoureuses, descend au fond des puits, visite les hôpitaux ou les coulisses des théâtres afin de recueillir le jargon technique et la vérité des métiers. Son style dépasse pourtant le simple constat naturaliste pour atteindre une dimension mythologique. Il insuffle une vie menaçante aux objets inanimés. La mine du Voreux devient un monstre dévorant des générations d'hommes. L'alambic de la boutique de l'Assommoir se transforme en une bête métallique crachant un venin destructeur. Cette approche refuse toute idéalisation et expose crûment la réalité des corps, la maladie et les pulsions les plus enfouies. La série suit scrupuleusement la marche du Second Empire, de sa naissance dans le sang de 1851 jusqu'à son agonie lors de la défaite de Sedan en 1860.